Elle est dans une famille d'accueil, ont dit mes parents avec désinvolture. Bonjour, j'ai une toute nouvelle histoire pour vous. Celle-ci est un peu différente, car la protagoniste est enfant unique, mais ses parents font quelque chose de vraiment grave et finissent par le regretter. Écoutons. Lorsque je suis rentré d'un voyage d'affaires, ma fille de 8 ans était avec une famille d'accueil. C'est mieux comme ça, a dit ma mère avec désinvolture. Pourtant, avant cela, ils m'avaient supplié d'y aller parce qu'ils avaient besoin d'argent. 9 jours plus tard, ils regrettaient tout. J'étais dans une salle de conférence d'hôtel, à 3 états de là, quand j'ai essayé d'appeler Caroline le mercredi soir, et c'est ma mère qui a répondu. Elle a dit, avec légèreté, que Caroline était dans son bain, puis elle m'a demandé comment se passaient mes réunions, comme si cela devait suffire. Je lui ai dit que je n'avais que 10 minutes avant la session suivante et que je voulais entendre la voix de ma fille. Ma mère a ri et a dit, elle éclabousse partout. Rappelle plus tard. J'ai rappelé après le dîner. Cette fois, mon père a décroché et m'a dit que Caroline s'était couchée tôt. Elle ne se couche jamais aussi tôt un soir d'école, ai-je répondu. Il m'a dit de ne pas transformer chaque chose en problème. Puis il a ajouté, nous l'avons avec nous. Je suis resté debout dans le couloir, devant la salle de bal, à fixer une horrible moquette à motifs floraux tandis que la ligne se coupait dans ma main. Sur le papier, rien n'était arrivé. Ma fille était avec mes parents, les personnes même qui m'avaient poussé à faire ce voyage. Mais quelque chose dans la rapidité de leur réponse, et dans la manière dont ils m'empêchaient totalement d'entendre sa voix, a commencé à me ronger. C'était un détail. Cela ne semblait pourtant pas anodin. Dès le jeudi matin, j'ai commencé à rythmer mes pauses en fonction de l'emploi du temps de Caroline, comme je le faisais toujours quand je voyageais. Et chaque appel se terminait de la même façon. Elle était dehors. Elle jouait. Elle aidait grand-mère à cuisiner. Elle était sous la douche, maintenant. Rappelle plus tard. J'ai envoyé un SMS, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je serai à la maison demain. Ma mère a répondu par un pouce levé, rien d'autre. À l'heure du déjeuner, je suis sorti d'une réunion avec un client et j'ai appelé à nouveau. Mon père a répondu avant la deuxième sonnerie, ce qui m'a prouvé qu'il surveillait le téléphone. Tu dois te concentrer sur ton travail, a-t-il dit. Je lui ai rappelé qu'ils étaient ceux qui avaient insisté pour que je parte, car le salaire supplémentaire nous aiderait tous. Il a ignoré cette remarque et a affirmé que Caroline allait très bien. Quand je lui ai demandé de me la passer malgré tout, il a dit qu'elle était sortie avec des craies et des bulles, et qu'elle ne pouvait pas rentrer maintenant. J'ai failli lui dire de sortir la chercher, mais mon manager m'attendait à l'intérieur, et je n'avais aucune preuve, seulement de l'angoisse. Alors, j'ai fait ce que font les gens quand quelque chose ne va pas, mais qu'il est impossible de le prouver. J'ai ravalé ma peur, je suis retourné à la réunion et j'ai travaillé toute la journée sur un mensonge. Le vendredi après-midi, il ne me restait qu'une chemise propre, j'avais les pieds douloureux et un petit renard en peluche dans mon sac, acheté à l'aéroport parce que Caroline adorait donner des noms à ses peluches avant même de les serrer correctement dans ses bras. Le trajet de l'aéroport à la maison de mes parents était porté par une seule pensée lumineuse, dans une minute, elle entendrait la porte, dévalerait le couloir et me poserait 6 questions avant même que j'aie retiré mes chaussures. Quand je suis entré avec ma clé, la maison semblait normale, de la pire des manières. Ma mère et mon père étaient dans la cuisine, parlant d'un divorce de célébrité. Le dîner semblait à peine commencer. Une tasse de thé refroidissait près de l'évier. Mon père a levé les yeux et a dit, « Tu es de retour », comme si j'étais revenu de la pharmacie. J'ai posé mon sac près de la porte et j'ai souri automatiquement, parce que la maison avait son scénario et que mon corps le connaissait encore. « Où est Caroline ?» ai-je demandé. Ma mère a posé la cuillère qu'elle tenait. Mon père s'est figé. Rien de dramatique n'est arrivé. Personne n'a poussé de cri. L'air a simplement changé. Et dans cette seconde d'un silence étrange, j'ai su que je n'allais pas entendre quelque chose d'ordinaire. Ma mère a essuyé ses mains sur un torchon et a dit, avec une prudence excessive, « Ok, nous devons parler de cela. » Chaque partie de mon être s'est glacée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. Elle m'a dit de m'asseoir. Je n'ai pas bougé. Où est-elle? Mon père est intervenu avec le même calme exaspérant, « Anna, assieds-toi juste, pour qu'on puisse t'expliquer correctement. » J'ai senti ma voix devenir tranchante, « Non, expliquez-vous debout. » Ma mère a dit, « Elle est en sécurité. »
Et ce seul mot m'a frappé si fort que j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise. En sécurité, signifiait que quelque chose avait déjà mal tourné. En sécurité, signifiait que j'étais en retard. J'ai commencé à poser des questions de plus en plus vite. Était-elle blessée, malade, à l'hôpital? Pourquoi parlait-il ainsi? Mon père répétait, rien de tout cela, sans offrir la seule réponse qui comptait. Quand j'ai exigé à nouveau de savoir où était ma fille, ma mère a d'abord jeté un coup d'œil à mon père. Ce regard a tout dit. Ce n'était pas de la panique. C'était un plan. Ils avaient déjà eu cette conversation entre eux. Ils avaient déjà décidé de ce qu'ils allaient me dire. À ce moment-là, mes jambes tremblaient tellement que m'asseoir semblait moins une obéissance qu'une nécessité pour rester debout assez longtemps pour entendre les dégâts. Une fois assise, ma mère s'est installée sur la chaise en face de moi, et mon père est resté près du comptoir, les bras croisés, tel un témoin neutre. Puis ma mère a dit, « Nous pensons depuis un moment que tu ne t'en sors pas très bien. » Je l'ai fixé pendant une seconde, car la phrase était si absurde face au fait que ma fille avait disparu de la maison. Elle a continué malgré tout, je travaillais trop, j'étais dépassé, Caroline avait besoin de plus de stabilité que cela. Vous m'avez supplié de faire ce voyage, ai-je lancé. Mon père a coupé immédiatement, ce n'est pas la question. Alors quelle est la question, ai-je demandé, parce que mon enfant n'était manifestement pas dans la pièce d'à côté et qu'il parlait comme lors d'une réunion de budget familial. Ma mère a levé le menton, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. J'ai demandé une fois de plus où était Caroline. Mon père a répondu, avec une famille gentille. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de mettre ces mots dans un ordre qui ait du sens. Quelle famille, ai-je demandé. Il a répété plus lentement cette fois, comme si le problème venait de moi, une famille gentille. Ma mère s'est adossée et a dit, c'est mieux comme ça. C'est là que le sol de ma vie s'est dérobé sous mes pieds. Au début, il ne voulait pas prononcer le mot « famille d'accueil ». Il se cachait derrière des mots plus doux, un placement, un foyer, des gens expérimentés avec les enfants. J'ai parlé par-dessus chacun d'eux, qui a autorisé cela? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Où l'avez-vous emmené? Ma mère a fini par perdre patience et a avoué qu'ils avaient dit à l'agence que j'étais parti, que j'avais laissé Caroline sous leur garde, qu'il n'y avait aucun plan de retour écrit. Qu'il ne pouvait pas me joindre de manière fiable et qu'il n'était plus disposé à la garder car la situation était devenue instable. J'étais parti depuis 4 jours, ai-je dit. Mon père a haussé les épaules, tu n'étais pas là. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ils m'avaient poussé à faire ce voyage. Ils avaient promis qu'ils voulaient du temps avec elle. Puis, pendant que j'étais parti, pendant que j'appelais et qu'on me disait qu'elle était au bain, qu'elle dormait ou qu'elle était occupée, ils avaient emmené ma fille aux services sociaux et avaient dépeint une version de moi si absente que j'avais perdu sa garde. Vous leur avez dit que je l'avais abandonnée, ai-je demandé. Aucun des deux n'a répondu directement, ce qui m'a tout dit. Ma mère a seulement ajouté, elle est bien prise en charge. Je me suis levé si vite que la chaise a raclé le sol. Toutes les excuses suivantes étaient inutiles. Je n'avais pas besoin de leur mobile. J'avais besoin d'un nom, d'une adresse et d'un moyen de récupérer mon enfant. J'ai exigé les informations sur l'agence, et mon père a essayé une dernière fois de contrôler le rythme, tu ne vas pas débarquer là-bas et aggraver les choses. J'ai saisi mon sac et j'ai dit, vous l'avez déjà fait. Ma mère m'a suivi dans le couloir, parlant de procédure désormais, de la façon dont je devais me calmer et être raisonnable. Je me suis retourné et je lui ai dit que j'appellerais chaque bureau des services sociaux du comté jusqu'à ce que je trouve Caroline. Cela a mis fin à la mascarade. Mon père m'a donné le nom de l'agence. Ma mère m'a donné le nom de l'assistante sociale, Dana, et a ajouté, ils ne te laisseront pas simplement la récupérer. J'ai regardé ma mère à ce moment-là et j'ai compris quelque chose avec une clarté atroce, elle s'attendait à ce que la partie la plus difficile soit terminée quand je rentrerai. Elle s'attendait à ce que je pleure, que je discute, peut-être que je m'effondre. Elle ne s'attendait pas à ce que j'agisse. J'ai obtenu l'adresse, je suis sorti avant qu'ils ne puissent empiler d'autres mots soigneusement choisis sur ce qu'ils avaient fait, et je me suis enfermé dans ma voiture. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai raté le contact 2 fois. Puis j'ai inséré la clé, pris une courte respiration et j'ai roulé directement vers l'agence. Sur le chemin, mon esprit a fait remonter de vieux souvenirs, comme s'il attendait depuis des années que je les lise enfin correctement. J'étais enfant unique, et avec mes parents,
la chaleur arrivait toujours par rafales assez fortes pour vous faire douter de votre propre histoire. Ma mère décidait soudain qu'on allait tous manger une glace sous la pluie, et pendant cette heure, elle était drôle, facile à vivre, ravie de ma présence. Mon père s'agenouillait sur le tapis et m'aidait avec un puzzle comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Dans ces moments-là, je me sentais choisi. Puis le temps changeait. Une porte de chambre se fermait. Leur voix devenait silencieuse derrière. Je restais dans le couloir avec un dessin ou une question, et je comprenais, sans que personne ne le dise, que je dérangeais. Maintenant, personne n'apprend à un enfant que l'attention peut disparaître, c'est la maison qui le lui apprend. Quand j'ai eu l'âge de nommer cette inconstance, j'avais déjà appris à m'y adapter. Assise derrière ce volant, me dirigeant vers l'agence où se trouvait ma fille à cause d'eux, j'ai réalisé que j'avais passé la moitié de ma vie à traduire leur cruauté en humeur. Cette fois, je n'allais rien traduire pour eux. C'était le rythme de mon enfance. Et parce que c'était le seul rythme que je connaissais, je suis devenu très doué pour gérer mes réactions en fonction de leurs humeurs. Une semaine, ils s'intéressaient à l'école, promettaient de venir à un spectacle, semblaient fiers devant les autres. La semaine suivante, ils oubliaient, se fatiguaient, ou se perdaient dans leurs propres projets, et semblaient surpris que je me sente délaissé. Dès le collège, je pouvais lire la crispation de la mâchoire de mon père avant de demander quoi que ce soit. Je pouvais entendre, à la démarche de ma mère, si elle était dans l'une de ces phases lumineuses ou si je devais me faire plus petite pour la soirée. Ce genre d'entraînement vous suit à l'âge adulte. Il vous apprend à traiter une brève gentillesse comme une preuve d'amour et à qualifier l'instabilité de « normal », parce qu'admettre le contraire exigerait de reconstruire toute votre carte mentale. Alors, quand ils ont semblé attentifs, généreux et profondément investis dans la vie de Caroline, une vieille partie de moi a voulu croire que j'obtenais enfin la famille dont on m'avait toujours vanté l'existence. Le problème avec l'affection intermittente, c'est qu'elle pousse les gens à faire plus d'efforts, plutôt qu'à s'en aller. Je pouvais le voir clairement maintenant, et je détestais que cette lucidité soit arrivée si tard. Quand Caroline avait 3 ans, je faisais déjà la plupart des choses toute seule. Adam, mon ex et son père, étaient partis pour ce qu'il appelait une « vie meilleure » avec une autre femme dans un autre état. Et pendant un temps, il a traité la paternité comme un abonnement qu'il pouvait mettre en pause sans l'annuler. Au début, il appelait. Il envoyait des messages vocaux. Il promettait des week-ends, puis des vacances, puis, bientôt. Une visite manquée devenait une excuse. Un anniversaire manqué devenait des fleurs avec le mauvais personnage de dessin animé sur la carte. Puis les écarts se sont allongés et les explications se sont faites plus maigres. Caroline attendait près de la fenêtre à chaque fois qu'une portière de voiture claquait dehors. Après un moment, elle a même arrêté de le faire. Le pire, c'était la discrétion avec laquelle elle s'adaptait. Un jour, j'ai réalisé qu'elle ne l'avait pas mentionné depuis des semaines, et c'était d'une certaine manière plus dur que tous les pleurs précédents. Les enfants modifient leurs propres attentes plus vite que les adultes. Ils le font pour survivre. Cette histoire comptait parce que ce qui s'est passé ensuite n'est pas arrivé sur une page blanche. Caroline avait déjà été abandonnée une fois par l'homme qui était censé rester. Quand mes parents ont déchiré le peu de confiance qui lui restait dans la famille, ils ne créaient pas une première blessure, ils en creusaient une qui ne s'était jamais vraiment refermée. Puis mes parents sont entrés dans l'une de leurs bonnes phases et l'ont joué de manière si convaincante que je les ai laissés revenir au cœur de nos vies. Ils étaient à nouveau attentifs, généreux, disant exactement les choses que j'avais voulu entendre pendant des années. Ma mère disait que je ne devrais pas tout porter seul. Mon père disait qu'il voulait aider pour une fois, au lieu de me regarder lutter. Ils ont suggéré que Caroline et moi emménagions chez eux pour un temps, afin que je puisse économiser de l'argent, travailler à des horaires plus stables et bénéficier d'une garde d'enfants de confiance. Je savais qui ils étaient. Je savais qu'ils pouvaient changer sans prévenir. Mais la vie de mère célibataire ne laisse pas beaucoup de place aux décisions parfaites, seulement aux solutions praticables. Alors j'ai dit oui. Pendant un temps, cela a même semblé facile. Caroline jouait aux cartes avec eux sur le tapis du salon, leur apportait des dessins et s'insérait dans leur orbite comme le font les enfants quand les adultes sont assez chaleureux pour se sentir en sécurité. Ma mère lui achetait des petits kits de bricolage. Mon père la laissait aider au jardin et faisait semblant de ne pas remarquer quand elle noyait les plants de tomates. Les regarder ensemble a réveillé le plus vieux espoir en moi. Je me disais que l'âge les avait adoucis. Je me disais que les grands-parents étaient différents. Je me disais que c'était assez sûr.
Les signes avant-coureurs n'avaient jamais disparu. Il portait simplement des vêtements ordinaires. Un après-midi, j'avais un événement professionnel à l'autre bout de la ville et mes parents ont insisté sur le fait qu'il n'y avait rien à craindre, car bien sûr, ils récupéreraient Caroline à l'école. Ma mère a presque été offensée que je répète l'heure. À 15h28, mon téléphone s'est mis à vibrer pendant une présentation. C'était le secrétariat de l'école. Personne n'était venu chercher Caroline. Je me souviens encore du froid qui m'a envahi quand la secrétaire a dit que ma fille était assise là, son sac à dos sur les épaules, essayant de ne pas pleurer. Je suis parti au milieu d'une phrase, j'ai conduit jusqu'à l'école, les mains soudées au volant, et j'ai trouvé Caroline sur une chaise en plastique près de la fenêtre, balançant doucement une basket parce qu'elle s'efforçait tant bien que mal de paraître courageuse. Dans la voiture, elle a dit « Mamie a oublié, mais ce n'est pas grave », avec cette voix prudente que les enfants utilisent quand ils protègent déjà les adultes qui les ont déçus. Ce soir-là, j'ai confronté mes parents. Mon père a dit qu'ils avaient perdu la notion du temps. Ma mère a dit que j'en faisais une montagne. Cela aurait dû mettre fin à l'arrangement. Au lieu de cela, je l'ai traité comme un avertissement que je pouvais gérer. Je me suis dit qu'oublier était différent de nuire. J'avais tort aussi à ce sujet. Alors, quand ce voyage professionnel s'est présenté, mon premier réflexe a été non. Ce n'était que du lundi au vendredi, et l'argent supplémentaire aiderait. Mais je ne faisais plus confiance à quiconque avait prouvé qu'il pouvait oublier mon enfant au cours d'un après-midi. J'ai mentionné le voyage principalement pour expliquer pourquoi je pourrais le refuser. Mes parents se sont immédiatement illuminés. Ma mère a dit qu'ils adoreraient passer du temps avec Caroline. Mon père a dit que l'argent comptait et que je serais idiote de laisser passer ça. Puis ils ont fait la partie dont je me souviens encore parfaitement, ils l'ont vendue à Caroline devant moi. Crêpes pour le dîner, soirée film, yaourt glacé après l'école. Le visage de Caroline changeait à chaque promesse. Refuser le voyage à ce moment-là ne les aurait pas seulement déçus, cela l'aurait aussi brisé. Alors, je me suis laissé croire qu'ils étaient à nouveau dans l'une de leurs bonnes phases. Le lundi et le mardi semblaient normaux. Mercredi, ils ont arrêté de me laisser lui parler. Mercredi après-midi, ils l'avaient emmenée aux services sociaux et l'avaient remise aux autorités. Ils ont continué à répondre à mes appels après cela. Ils répondaient simplement eux-mêmes. Je suis arrivé le vendredi soir avec un renard en peluche dans mon sac et je suis entré dans la vie qu'ils avaient déjà fait exploser. L'agence se trouvait dans un bâtiment bas et beige à côté d'un centre commercial, ce qui semblait obscène, car les lieux où des vies sont brisées ne devraient pas avoir le droit de partager un parking avec un fast-food. Je me suis garé maladroitement, j'ai attrapé mon sac et j'ai presque couru à l'intérieur. Le hall sentait l'encre d'imprimante et le vieux café. Une réceptionniste derrière une vitre m'a demandé si j'avais un rendez-vous. J'ai dit que j'avais besoin de voir Dana immédiatement, parce que mes parents avaient emmené ma fille là-bas pendant que j'étais parti pour le travail et l'avaient placée chez des inconnus. Prononcer ces mots a fait bouger les gens. La réceptionniste a disparu par une porte latérale. Je suis resté là, mon sac de voyage toujours sur l'épaule, le renard de Caroline pressé contre mon portefeuille. Quand Dana est sortie, elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, d'apparence pratique, avec un badge fixé à son gilet, portant déjà l'expression prudente de quelqu'un qui entre dans un désordre. « Je suis Dana », a-t-elle dit. « Venez avec moi. » Elle m'a conduite dans un petit bureau et a fait signe vers une chaise. Je suis resté debout. « Je suis Anna », ai-je dit. J'ai atterri il y a moins de 2 heures et je suis venu ici dès que j'ai découvert ce qu'ils avaient fait. Je suis la mère de Caroline. Je suis là, et j'ai besoin de voir ma fille maintenant. Le visage de Dana a légèrement changé au mot « aéroport ». C'était la première fissure dans l'histoire que mes parents avaient construite. Dana m'a demandé de ralentir, mais la panique ne ralentit pas parce que quelqu'un dit « s'il vous plaît ». J'ai continué à poser les mêmes questions sous différentes formes. Caroline allait-elle bien? Avait-elle pleuré? Savait-elle que j'étais rentré? Où était-elle? Pouvais-je y aller? Quelqu'un pouvait-il l'amener? Dana a répondu avec prudence, Caroline était en sécurité. Elle était dans un foyer d'accueil agréé. Elle avait un lit, de la nourriture et des vêtements. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je dit. Puis j'ai vu la mention, signalement pour abandon temporaire, accueil d'urgence horaire, épinglée en haut du dossier sur son bureau. Ce rapport est faux, lui ai-je dit.
Mes parents m'ont poussé à faire ce voyage de 4 jours. J'ai appelé tous les jours. Ils ne m'ont pas laissé lui parler. Dana a demandé les dates, l'heure de retour, s'il y avait un plan de garde écrit. J'ai répondu à tout cela dans la précipitation et j'ai poussé mon téléphone sur le bureau avec les SMS de ma mère disant « On l'a avec nous, arrête de t'inquiéter, profite de tes réunions ». Dana ne m'a pas dit qu'elle me croyait, mais elle a arrêté de traiter le dossier comme si l'histoire était réglée et a commencé à le lire comme s'il pouvait s'écrouler sous l'examen. J'ai demandé à nouveau à voir ma fille. Dana a pris une inspiration, et j'ai su avant qu'elle ne parle que la réponse allait faire mal. « Pas ce soir », a dit Dana. Les mots étaient assez plats pour mettre une seconde à être assimilés. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas autoriser de retrait immédiat ou de contact tant que l'admission n'aurait pas été examinée et les circonstances confirmées. J'ai demandé ce que cela signifiait, alors que je me tenais juste devant elle avec ma pièce d'identité dans mon portefeuille et ma carte d'embarquement retour dans mon sac. Dana a dit qu'elle comprenait que j'étais bouleversé. Je lui ai dit de ne pas utiliser le mot « bouleversé », comme si c'était une soirée annulée. « Revenez demain », a-t-elle dit. Je ferai ce que je peux pour organiser une visite. Pas, je vais le faire. Je vais essayer. J'ai demandé si Caroline avait pleuré pour moi. Dana a marqué une pause, puis a dit seulement « Elle a eu une journée déroutante ». Cette réponse était presque pire que le refus. Je suis sorti sur le parking froid et j'ai compris qu'il n'y avait aucune version de cette nuit où je retournerais chez mes parents pour dormir sous leur toit. J'ai réservé l'hôtel le plus proche depuis ma voiture. Ma mère a appelé pendant que la confirmation se chargeait. J'ai regardé son nom clignoter à l'écran, je l'ai laissé sonner, puis j'ai bloqué mes 2 parents avant de poser le téléphone. Il y avait des explications que je n'aurais jamais besoin d'entendre. La seule chose qui restait à faire était de construire le dossier qu'ils pensaient que je n'aurais pas. L'hôtel était à 5 minutes. Je me suis enregistré, j'ai verrouillé la porte, je me suis donné 3 minutes pour pleurer, puis je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai extrait chaque SMS concernant le voyage, « Vas-y », avait écrit mon père, « Nous avons besoin de l'argent aussi, et Caroline adorera passer du temps avec nous. » Ma mère avait envoyé une liste de bagages joyeuses pour notre semaine de plaisir. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis j'ai sauvegardé mon historique d'appels, montrant chaque tentative de joindre Caroline, chaque courte conversation où l'un d'eux m'avait intercepté, chaque appel resté sans réponse. J'ai ajouté les emails professionnels avec les dates du voyage, ma carte d'embarquement, mon reçu d'hôtel et l'itinéraire montrant que j'avais atterri moins de 2 heures avant d'entrer dans l'agence. Vers minuit, mon amie Megan a rappelé après avoir vu mon appel manqué. Je lui ai dit qu'ils avaient donné Caroline à une famille d'accueil. Elle n'a pas perdu une seconde dans l'incrédulité. « Sauvegarde tout », a-t-elle dit. Puis envoie-le-toi à toi-même 2 fois. Je suis resté là, dans une chambre qui sentait l'eau de Javel et le désodorisant bas de gamme, à construire une chronologie tandis que la machine à glaçons faisait du bruit dans le couloir. La nuit a cessé d'être seulement de la panique. Elle est devenue une preuve. J'ai dormi par bribes et je me suis réveillé avant l'aube avec mon téléphone à la main et une liste d'avocats sur le bloc-notes de l'hôtel. À 7h30, j'avais envoyé des messages à 3 avocats. Maître Campbell a rappelé la première. Elle était concise, sans sentimentalisme, et exactement ce dont j'avais besoin, envoyez-moi les captures d'écran et une chronologie claire. Ne contactez pas vos parents. Documentez tout. J'ai envoyé le dossier à Maître Campbell depuis le parking, puis j'ai transféré le même paquet à Dana, à l'adresse que l'agence m'avait donnée la veille. 10 minutes plus tard, je suis retourné à l'agence et j'ai demandé à voir Dana. Cette fois, elle m'a emmené dans une salle de conférence plutôt qu'au service des admissions. Mes captures d'écran étaient déjà imprimées sur la table. Dana avait marqué l'admission pour une révision immédiate, et son superviseur avait déjà parcouru le dossier de la nuit. Dana a pointé les SMS où mes parents m'exhortaient à partir, le journal d'appel montrant mes tentatives répétées pour joindre Caroline et ma confirmation de vol montrant que j'étais revenu exactement quand j'avais dit que je le ferais. Rien de tout cela ne correspondait à un abandon. Rien ne correspondait à un refus de s'occuper de l'enfant. Elle a dit que mes preuves changeaient considérablement la situation et qu'elle pouvait autoriser une visite supervisée cet après-midi-là pendant qu'il révisait les prochaines étapes. Je me suis assise pour la première fois depuis la veille. Puis j'ai arrêté de trembler. Je suis devenu très calme. La salle de visite avait un canapé,
un bac en plastique rempli de jouets et une peinture murale représentant des arbres que quelqu'un avait probablement voulu rendre réconfortantes. Dana a ouvert la porte, et Caroline bougeait déjà avant même que je sois entré. Elle m'a percuté au niveau de la taille, les bras verrouillés, le visage enfoui dans ma veste comme si elle se protégeait d'une tempête. Je suis tombé à genoux et je l'ai serrée tout aussi fort. Elle était chaude, réelle, et cela semblait si faux de la voir dans des vêtements qui n'étaient pas les nôtres. Je n'arrêtais pas de répéter « Je suis là. Je suis là », parce que c'était la seule phrase qui comptait. Elle s'est reculée assez longtemps pour étudier mon visage, puis elle s'est installée sur mes genoux, bien qu'elle ait grandi depuis longtemps. Elle a demandé où j'étais passé. J'ai dit « Au travail ». Et je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Elle a demandé pourquoi grand-mère et grand-père l'avaient emmenée ailleurs. Je lui ai dit que des adultes avaient pris une mauvaise décision et que rien de tout cela n'était de sa faute. Puis elle a regardé par-delà mon épaule les arbres peints et a demandé d'une toute petite voix, « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ? Parce que papa est parti, puis tu es parti, puis ils m'ont laissé aussi. » C'était la question qui a mis fin à ma panique pour la transformer en détermination. « Non, lui ai-je dit. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'ils ont fait. » Les jours suivants n'ont pas été dramatiques comme dans un film. C'étaient des appels, des formulaires, des réunions et l'effondrement constant de l'histoire que mes parents avaient essayé de construire. Maître Campbell a déposé des réponses et m'a dit exactement quoi ne pas dire. Dana a demandé plus de documents, et j'ai continué à en fournir. Megan a apporté du café, des chargeurs et ce genre de compagnie qui ne vous demande pas de jouer la force. Mardi après-midi, après plusieurs jours d'appels et de réunions, Caroline m'a été rendue alors que l'affaire restait ouverte. Quand Dana l'a amenée avec un sac poubelle contenant ses vêtements de rechange et ses papiers d'école, Caroline a couru vers moi avec cette même force désespérée, mais cette fois, j'avais le droit de sortir en lui tenant la main. À l'hôtel ce soir-là, elle ne m'a pas laissé fermer la porte de la salle de bain. Elle m'a suivi du lit au lavabo, puis à la fenêtre, comme si la proximité seule pouvait m'empêcher de disparaître à nouveau. Quand j'ai éteint la lampe, elle a demandé « Tu seras toujours là demain matin, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui ». 10 minutes plus tard, elle a redemandé. J'ai répondu à chaque fois. Les preuves ne réparent pas les dégâts. Avoir raison ne les répare pas non plus. Mais au moins, nous étions de retour du même côté de la porte verrouillée. Et c'était le premier vrai pas vers la maison. Récupérer Caroline a réglé une chose immédiatement, nous ne retournerions jamais chez mes parents. Ni pour une nuit, ni pour économiser de l'argent, ni pour aucune raison qui puisse être présentée comme pratique. Maître Campbell a approuvé avant même que j'ai fini ma phrase, adresse séparée, dès que possible. Alors, j'ai passé 2 jours à remplir des demandes d'appartement depuis un bureau d'hôtel pendant que Caroline coloriait à côté de moi et vérifiait de temps en temps que mon sac à main était toujours dans la pièce, comme si les sacs pouvaient garantir la présence des mères. J'ai trouvé un petit de pièces disponible immédiatement et j'ai signé sans prétendre que c'était parfait. Puis, je suis allé à l'école et j'ai retiré mes parents de chaque liste de sortie, de chaque champ de contact d'urgence et de chaque note d'accès autorisée. La secrétaire a froncé les sourcils devant son écran et a dit « Votre mère a appelé ce matin pour demander si Caroline reviendrait lundi. » Cela m'a appris qu'ils essayaient déjà de nous atteindre par l'école. Et plus tard, j'ai réalisé que l'avis de transfert du courrier envoyé à l'ancienne maison, avant que je n'ai fini de tout changer, était probablement leur moyen d'obtenir notre nouvelle adresse. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai seulement dit « Elle n'est autorisée à recevoir aucune information. » Après cela, Megan m'a conduite chez mes parents pour que je puisse récupérer nos affaires pendant qu'elle attendait dans la voiture avec Caroline, qui était assise avec une brique de jus et sa tablette. J'ai emballé les vêtements, les médicaments, les papiers d'école, sa couverture, et j'ai laissé ma clé sur le comptoir avec une seule ligne pour eux, tout contact passe par Maître Campbell. Rien d'autre n'était dû. Pendant les 2 jours qui ont suivi, mes parents sont restés silencieux, et ce silence nous a permis, à Caroline et à moi, d'apprendre à connaître notre nouvel appartement en paix. Nous avons mangé des macaronis par terre parce que la table n'était pas encore arrivée. Nous avons instauré une règle, aucune porte dans notre maison ne doit être claquée assez fort pour que l'une d'entre nous sursaute. Puis, 9 jours après mon retour de voyage, la sonnette a retenti pendant le déjeuner du dimanche. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes parents avec des boîtes de pâtisserie à la main, habillés comme pour une visite familiale joyeuse. J'ai ouvert la porte intérieure en laissant la chaîne.
Ma mère a souri de façon trop lumineuse, nous avons apporté à Caroline ces roulés à la cannelle qu'elle aime. Mon père a dit, peut-être qu'on pourrait l'emmener aux eaux quelques heures, te donner un moment de répit. Pendant une seconde, je les ai juste regardés, parce que certaines formes d'audace méritent un témoin digne de ce nom. Puis j'ai dit, non. Le sourire de ma mère s'est tendu, Anna, ne sois pas puérile. Derrière moi, l'appartement était devenu totalement silencieux, ce qui signifiait que Caroline écoutait. Ce silence a rendu la suite facile. Je suis sorti dans le couloir, j'ai poussé la porte presque jusqu'en bas derrière moi et je me suis préparé à dire la dernière chose polie qu'ils obtiendraient jamais de moi. Dans le couloir, mes parents ont commencé à minimiser les faits avant même que j'aie fini de fermer la porte. S'occuper d'un enfant à plein temps pendant quelques jours avait été plus dur que prévu, a dit ma mère. Mon père a dit que je n'aurais jamais dû leur refiler cette responsabilité. Je leur ai rappelé qu'il l'avait demandé à plusieurs reprises par écrit, et ma mère a tressailli. Puis ils ont commencé à parler par-dessus l'autre, polissant la vérité, ce n'est pas comme si on lui avait fait du mal, a dit mon père. La famille d'accueil n'était que temporaire, a ajouté ma mère. Tu agis comme si nous avions commis un crime. J'ai laissé ces mots en suspens. Puis j'ai dit d'un ton égal, vous avez menti pour retirer mon enfant de ma garde. Vous avez dit à des inconnus que je l'avais abandonné alors que vous aviez mes dates de voyage, mes appels et mon heure de retour. Aucun des deux n'avait de réponse, alors ils ont opté pour l'indignation. Cela n'a mené nulle part. Je leur ai dit qu'ils n'auraient plus jamais d'accès non supervisé à Caroline, qu'ils ne seraient plus jamais sur une liste de sortie, et qu'ils ne seraient plus jamais considérés comme des tuteurs sûrs. Vous avez fait un choix, ai-je dit. Voici les conséquences. La mise en demeure est partie ce lundi-là, avec des avis envoyés à l'école, à la garderie, au cabinet pédiatrique et aux propriétaires de l'appartement. À partir de ce moment-là, leur version des faits n'avait plus nulle part où se cacher. L'affaire s'est close lentement, mais elle s'est close en notre faveur, car les preuves n'avaient pas changé. Les SMS étaient toujours là. Les journaux d'appel étaient toujours là. Les notes de Dana reflétaient la chronologie révisée, et Maître Campbell s'est assuré que chaque dossier d'agence et d'école correspondait à la réalité plutôt qu'à l'histoire de mes parents. Bien plus tard, une fois que Caroline a retrouvé une vie plus stable et que j'ai pu réfléchir sans trembler, j'ai fait une déclaration formelle et j'ai accepté de coopérer à l'affaire concernant les fausses déclarations qu'ils avaient faites sur moi, disant que je l'avais abandonné. Ils ont fini avec un casier judiciaire, ce qui a surpris exactement 2 personnes. À ce moment-là, Caroline guérissait de la manière ordinaire et inégale dont les enfants guérissent. Elle était plus collante qu'avant, plus sensible, vérifiant toujours les pièces au moment du coucher, voulant toujours que je réponde 2 fois quand elle demandait si je serais là le lendemain matin. Mais elle riait plus dans notre appartement qu'elle ne l'avait jamais fait chez mes parents. Peut-être était-ce parce que rien ne changeait chez nous sans avertissement. Pas de porte fermée pour exclure quelqu'un. Pas d'humeur qui dictait la météo familiale. Juste le dîner, les devoirs, le bain, l'histoire et le lit. Le calme peut sembler extravagant quand le chaos se faisait appeler « famille ». J'ai coupé les ponts totalement avec mes parents, et je n'ai jamais regretté de l'avoir protégé. Dites-moi honnêtement, les auriez-vous laissés revenir? Ai-je bien fait de couper les ponts totalement, ou aurais-je dû autoriser un certain contact? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai aussi commencé à raconter mes propres histoires sur une autre chaîne, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Il devrait y avoir un lien quelque part sur l'écran ou dans la description.